Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Debock. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe défi au Parlement bruxellois, puis aussi uclois. Alors, Uccle, on va en parler. On voit bien qu'il y a une guerre de succession qui s'esquisse pour le majorat. Armand de Decker est de plus en plus malmené avec l'affaire Casagate. Est-ce qu'il peut terminer son mandat pour vous? C'est une question qu'il faut avant tout poser aux libéraux. Non, mais vous êtes partenaire de la majorité, donc est-ce qu'on peut terminer le mandat? C'est tenable pour Défi? Moi, j'ai toujours dit, je ne condamne pas les gens avant leur procès. On a une commission d'enquête qui doit maintenant travailler. Il va être entendu par cette commission d'enquête et j'entends que cette fameuse commission d'enquête fasse toute la lumière sur ce qui s'est passé, sur le Casagate, sur la transaction pénale et les conditions dans lesquelles celle-ci a pu être faite, mais pas seulement sur ce dossier-là. Il y a aussi le dossier de la Société Générale et le dossier Omega Diamonds, qui est de pas 30 millions d'euros, mais de 300 millions d'euros. Donc, quand j'entends que, par exemple, l'associé de Kuhn Gaines était l'avocat des diamantaires et qu'il a obtenu cette fameuse transaction pénale pour ses clients, ça me pose beaucoup de questions et je crois qu'il y a un scandale d'État aussi du côté du CDNV et on n'en parle pas beaucoup pour l'instant. Ouais, mais on va revenir sur Uccle si vous voulez bien. On sent bien qu'il y a beaucoup de tensions au sein du MR parce qu'il y a plusieurs candidats à la succession, Marcos, Boris Diliès, Didier Reynders. Est-ce que vous demandez au MR de clarifier le jeu maintenant pour pouvoir travailler sereinement? Je crois que les Uclois, effectivement, pas seulement moi, mais tous les Uclois aimeraient d'abord avoir des élus qui se consacrent à temps plein à leurs fonctions et surtout qu'on n'assiste pas à un remake de 2000 avec une guerre des clans. Je crois que c'est la dernière chose qu'il faut pouvoir offrir aux Uclois. Et moi, je ne veux pas, en tout cas, voir finalement la commune sacrifiée sur l'autel d'une guerre de clans et des ambitions personnelles des uns ou des autres dans la succession d'Armand de Decker. Ouais, en 2000, on se souvient, hein, c'était Éric André, Stéphane Delobkovitch qui s'affronçaient au sein du MR. Et finalement, c'est Défi et FDF à l'époque qui avaient tiré les marrons du feu puisque vous aviez eu le majorat. Nous avons été toujours loyaux et nous avons pu montrer justement que dans des circonstances particulières comme celle-là, finalement, Défi pouvait amener une véritable plus-value, pouvait finalement être l'élément tempéré qui gère correctement la commune et qui peut effectivement apporter cette plus-value qu'attendent les Uclois. Et moi, j'attends qu'on réponde aux problèmes des Uclois en matière d'emploi. Il y a quand même 12% de chômage à Uccle. On est la commune où il y a le plus haut taux de cellules commerciales vides dans la région bruxelloise et on ne fait pas grand-chose. Voilà, il y a des vrais enjeux. La société d'Alsenberg se paupérise. Il y a une dualisation dans ma commune et je ne veux pas que finalement les élus du Parti libéral se disputent entre eux et finalement passent plus de temps à résoudre leurs querelles personnelles plutôt que de s'intéresser aux problèmes des Uclois. Ouais, en même temps, cet affaiblissement-là potentiel du MR, ça peut vous arranger, vous? Mais moi, je ne fais pas ce calcul cynique. Est-ce que vous avez des discussions avec PS Écolo qui sont dans l'opposition? C'est ce que la Libre affirme ce matin pour une majorité alternative en 2019. Mais ça, on verra bien avec le résultat des élections. Mais est-ce qu'on discute pour l'instant? Mais aujourd'hui, on discute absolument pas de cela. On discute avant tout du programme que l'on va avoir devant ses propres électeurs. Maintenant, c'est clair que tous les chefs de groupe se voient. Je vois des libéraux, encore pas plus tard que ce matin au Parlement bruxellois. Je vois aussi des écolos, je vois aussi des gens en Parti socialiste qui sont inquiets pour la commune et qui ne voudraient surtout pas que l'on ait finalement des ambitions personnelles qui viennent sacrifier finalement les intérêts de la commune. Et je crois qu'il faudra mettre les gens de bonne volonté autour d'un vrai projet mobilisateur. Et c'est l'appel que je tends évidemment au Parti libéral, c'est de se mettre au service des citoyens et pas au service des ambitions personnelles. Alors dans les libéraux, il y a Boris Diliès qui est député au Parlement bruxellois. Et puis il y a par ailleurs Marcos, celui qui est plus sur la commune. Et lui, il a lancé une pétition. Il dit il ne faut pas de cumul. Échevin, bourgmestre et député. Vous êtes dans cette logique-là? Mais c'est dommage que Marcos ne l'ait pas proposé plus tôt parce qu'il a été lui-même échevin et député pendant 15 ans. Donc c'est dommage que finalement il n'a pas pu... Mais maintenant, c'est une question de gouvernance. C'est toujours l'opportunisme politique. Moi, je suis tout à fait sur la favorable. table d'ailleurs de la région pour l'instant dans les groupes de discussion qu'il y a. Moi, je suis favorable effectivement à avoir ces clarifications. Vous savez, dans des pays comme le Canada ou la Suisse, on a effectivement ce décumul. Notre parti a dit d'ailleurs qu'il était favorable à ce décumul. Mais évidemment, à ce moment-là, il faut réduire le nombre d'échevins. Il faut leur donner évidemment un temps plein et des compétences du coup beaucoup plus importantes par personne. On pourrait imaginer par exemple un collège avec 5 ou 6 échevins seulement et pas 10 comme on a dans certaines communes. Mais j'attends effectivement les propositions à ce moment-là du ministre-président qui a annoncé une grande réforme à ce sujet. Et pourquoi pas effectivement à ce moment-là voir ce décumul. On verra si tout le monde autour de la table est favorable. J'entends que du côté néerlandophone, en tout cas, on est tout à fait contre. Ouais, du côté des parlementaires, il y a un groupe de travail mené par Charles Piquet, le président du Parlement.
Ça a commencé il y a quelques mois, on n'en entend plus trop parler. Pour vous, le plus gros acquis pour l'instant, c'est quoi? On avance très bien. On est en train de finaliser déjà une première volée d'ordonnances qui vont être présentées dans les semaines qui viennent au Parlement. Et par exemple, l'ordonnance de 2006, le plafonnement des rémunérations qui existait mais qui n'était pas appliqué correctement. On a vu qu'il y avait eu certains problèmes. Aujourd'hui, on est en train de complètement revoir la chose. Et par exemple, tous les mandats rémunérés dans les organisations d'intérêt public ou privé, mais à consonance publique, je pense par exemple les ASBL qui sont subventionnés par l'État, vont rentrer dans le plafond des rémunérations. Mon parti est demandeur par exemple d'intégrer également les fonctions spéciales et aussi que les collaborateurs ministériels par exemple soient concernés par le fait de plafonner au niveau des rémunérations et que tout le monde soit sur un plafonnement qui ne dépasse pas le seuil que l'on connaît. Sur la question des mandats privés, est-ce qu'on arrive à un accord? Alors nous avons plaidé pour que ce soit effectivement le système européen, donc la déclaration des mandats privés, également la hauteur de rémunération que l'on a, mais c'est vrai que du côté du MR, on est un petit peu plus réservé sur cette question. On veut peut-être un peu moins de transparence, c'est dommage parce que nous on espère plutôt se calquer sur le modèle européen de la déclaration de tous les conflits d'intérêts, mais aussi des mandats privés qui seront dans une fiche et qui sera publié sur le site internet du Parlement. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la polémique sur les OIP, ces organismes d'intérêt public qui ont été créés? Il y en a 2 qui ont été créés récemment, où finalement on voit des proches du Parti socialiste qui arrivent à des fonctions dirigeantes. Comment ça se fait? Comment on arrive à ce résultat-là? Je crois qu'il ne faut pas forcément voir l'étiquette politique comme finalement un passe-droit ou quelque chose qui aide à la promotion personnelle. Je crois qu'il faut avant tout viser la compétence. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres candidats que des candidats socialistes? Moi, on me dit qu'il n'y avait que des candidats socialistes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que tous les candidats qui ont postulé à cette fonction, ils étaient 4 ou 5, avaient l'étiquette socialiste. Alors, je regrette que finalement, il n'y ait pas plus de choix. Et comment ça se fait, ça? C'est interpellant. Je l'ignore. Effectivement, on peut se poser la question. Alors, moi, je suis pour que finalement, on mette ces appels de promotion ou ces appels effectivement à des fonctions de management le plus largement possible sur la place publique, mais pas seulement celle-là, toutes les fonctions publiques dans l'administration, au niveau local et au niveau régional, et qu'on ait finalement le plus grand choix qui permette de mettre les gens les plus compétents à ces fonctions-là. Et surtout aussi permettre aux gens qui sont dans le privé aujourd'hui, qui font des belles carrières, d'amener aussi leur expertise et qu'on n'ait pas finalement que des gens qui ont une expérience de cabinet. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que parce qu'on a une expérience de cabinet, ça doit être discriminant négativement et que du coup, on ne pourrait pas concourir à ce genre de fonction. Est-ce qu'il y a une réticence du privé à postuler? Peut-être, c'est ce qu'on nous dit parfois, que le jeu politique tel qu'on le connaît, les équilibres linguistiques aussi, le fait de pouvoir se dire qu'après 4 ans, on peut être mis dehors parce que la majorité a changé, que les mandats ne sont plus à durée indéterminée comme auparavant, c'est peut-être parfois aussi de nature à limiter le choix et peut-être à décourager les gens qui viennent du privé à rentrer dans le jeu politique. Or, finalement, ces personnes-là ont aussi beaucoup à apporter en matière de gestion et moi, je plaide pour qu'il y ait plus de passage du privé vers le public et du public vers le privé et d'avoir des personnes toujours compétentes, les plus compétentes possibles pour ces fonctions de management. Alors, on passe au niveau fédéral avec le nouveau livre de Bart De Wever, où il y expose sa stratégie en 2 temps pour arriver au confédéralisme. Et son constat de base, c'est simplement, vu les tensions actuelles qu'il y a entre francophones et néerlandophones, eh bien, la situation, elle est tout simplement pas tenable à long terme. Vous êtes du même avis? Mais cette situation, elle a été créée par finalement le mouvement flamand depuis 150 ans, mais Bart De Wever n'est que finalement l'aboutissement, le chaînon final de ces revendications. Qu'est-ce qu'on fait alors face à ça? Et on le voit dans ces revendications, et c'est très important, et il faut être très ferme face à celles-ci. Le système qu'il nous propose, c'est la cogestion finalement de nouveau de Bruxelles et le choix permanent, soit d'appartenir à la Flandre, soit d'appartenir à la Wallonie. Eh bien non, M. De Wever trouvera tous les Bruxellois, et j'espère tous les francophones, les Wallons aussi, aux côtés des Bruxellois, dans cette revendication d'affirmer une fois pour toutes Bruxelles comme une vraie capitale. Et je dis, il faut pouvoir à un moment donné avoir des francophones unis sur cette question-là, capables de résister à de telles envies velléités de la part du leader nationaliste flamand qui nie totalement la région bruxelloise. Alors pour lui, la première étape quand même dans le processus qu'il décrit, c'est de mener au fédéral, la NVA une politique socio-économique qui poussera les partis francophones à demander eux-mêmes une réforme de l'État et donc d'arriver à ça en utilisant le socio-économique.
Est-ce c'est un scénario qui vous semble possible? Oui, c'est le cynisme flamand, en fait, de la part des nationalistes, c'est de toujours rendre les francophones en position de demandeurs. Et donc, d'avoir des réformes de l'État, et on l'a vu, la 6e réforme de l'État, nous étions les seuls à dire « Attention, amis francophones, ne tombez pas dans le piège, vous allez avoir des nouvelles compétences, mais vous êtes en train de négocier des compétences qui ne sont pas financées. » Et donc, on le voit, aujourd'hui, on exerce des compétences qui n'ont pas été correctement financées, donc nous allons devoir être en situation de demandeur pour nos écoles, pour les maisons de justice, etc., pour finalement répondre à une demande qui n'a pas préparé suffisamment les tenants et aboutissants de cette 6e réforme de l'État. Et il faut pouvoir dire non, une fois pour toutes, et dire par exemple à Bart de Wever, si c'est cela, vous devrez abandonner un certain nombre de revendications, c'est d'avoir ses propres revendications, notamment en termes de représentation garantie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je crois que moi, je vois beaucoup de fonctionnaires francophones qui n'arrivent pas à faire carrière parce qu'ils sont bloqués linguistiquement, parce qu'on doit faire appel pour remplir des cadres linguistiques qui sont totalement pas liés à la sociologie bruxelloise et qui sont finalement en décalage avec la réalité. On doit engager des gens qui habitent à 50 km pour simplement remplir un cadre linguistique. Il faut pouvoir dire à Bart de Wever, si vous jouez cette carte-là, à ce moment-là, vous devrez abandonner Bruxelles et vous devrez abandonner votre grand rêve de Flandre indépendante. Alors, un dossier qui vous tient à cœur, c'est celui de la STIB. Vous plaidez pour que des gares de la périphérie soient repris dans le fameux abonnement MTB parce qu'elles n'y sont pas pour l'instant. Comment est-ce qu'on peut convaincre la SNCB de cela? Eh bien, c'est une grande découverte que j'ai faite. Et, j'ai non seulement pu voir qu'il y avait plus de 16 gares dans un rayon de même pas 5 km autour de Bruxelles, ce qui signifie qu'en fait, les habitants de la seconde couronne de Bruxelles sont en fait plus proches territorialement des gares qui se trouvent juste à la limite de la frontière bruxelloise, mais qui sont donc en périphérie, mais ne peuvent pas prendre ces gares sans en fait voir leurs tarifs doubler. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que finalement, il y a un vrai frein. Et aujourd'hui, la politique de la SNCB en matière tarifaire, elle est avant tout territoriale et elle coince, elle empêche les gens de passer à un mode comme celui-là. Et je remarque que, par exemple, dans ma commune, il y a des arrêts MTB où on peut effectivement avoir un seul abonnement tarif intégré pour pouvoir aller dans tout Bruxelles, mais on ne peut pas le prendre sur le quai de gare juste en dessous. Il nous reste vraiment 10 secondes. Comment est-ce qu'on convainc la SNCB d'élargir cet abonnement? Eh bien, on négocie avec elle. Moi, j'attends que le MR, qui était si proactif sur la question de la mobilité, montre la voie et que si on a pu faire effectivement des gares à Vilvoorde, notamment qui sont des gares MTB, qu'on puisse le faire à Linkebeek, à Bercel et dans d'autres communes de la périphérie. Ça permettra à tous les habitants de cette périphérie, qu'ils soient francophones ou néerlandophones, de pouvoir venir en train. Ça permettra aussi aux habitants de la seconde couronne bruxelloise, Uccle, Le Forêt aussi, de pouvoir venir dans le centre-ville à un tarif qui est le moins cher et d'abandonner leur voiture. J'ai fait le calcul, c'est 20 000 voitures par jour en moins sur Bruxelles et ça ne coûterait rien, ça rapporterait même de l'argent. On est sur plus de 15 millions d'euros de recettes supplémentaires pour la SNCB à partager avec la STIB. Voilà, une proposition que vous allez déposer. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les deux invités seront Marie Nagy et Georges Dallemagne. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.